ce miracle. M'enfoncer au plus profond du Grand Ergue, franchir le Hogar et le Tassili Nadjer, à la recherche d'une prodigieuse cité unique au monde, la cité de Séphar et ses 15 000 peintures rupestres. Voici l'histoire de ce film généreux, réalisé avec mon ami Yazid Tizi. Yazid est un peu algérien. Il est un peu français aussi. Son cœur balance entre deux pays. Voici l'histoire de notre voyage en Algérie. On peut aller à Alger en avion, comme dans n'importe quelle capitale du monde. Mais c'est par la mer que l'on rentre en Algérie. Alger, ou El Jazaïr, ça veut dire les îles en arabe, du nom des 4 îlots qui bordent la baie. Une fois encore, je reviens à Alger-la-Blanche. Je fais le voyage comme tant d'autres qui vivent entre la France et l'Algérie. Depuis la mer, on saisit bien l'histoire de la ville. Alger est un mélange d'architecture haussmannienne, imposante, rigide, et de Casbah, désordonnée, arabo-berbère, un peu bohème. Les deux villes anciennes se disputent la vue sur la baie d'Alger. Alger est une ville qu'on escalade. Alors il faut du souffle pour arpenter son histoire. Un grand boulevard ceinture la ville. Les voûtes étagées ont été réalisées sous Napoléon III. L'empereur était contre la colonie française en Algérie. Mais il a perdu la guerre de 70 et ce fut donc la colonie. La Grande Poste à Alger, c'est comme la Tour Eiffel à Paris. Un repère, un phare. Sans la Poste, on est perdu. C'est un lien entre la diaspora et le pays. On transfère l'argent. 4 milliards d'euros rentrent en Algérie chaque année par les bureaux de poste. Et 7 milliards par les filières informelles. C'est-à-dire les poches de tout le monde. Toutes les générations veillent les unes sur les autres. La densité et l'étroitesse des rues favorisent aussi le climat familial. J'ai poussé la porte de la mosquée qu'on appelle Jamal Yehoud, la mosquée des Juifs. En fait, c'est une synagogue convertie en mosquée, mais le nom est resté. Elle est dans l'ancienne rue Randon. Maintenant, la rue s'appelle rue Amar Ali, en mémoire du militant FLN, Ali Lapointe. Et j'ai pris aussi la rue commerçante Larbi Ben Mehdi, du nom d'un des responsables du FLN durant la guerre d'Algérie. Mort en 57, suicidé par le renseignement français. Puis aussi Saïd Bakel, Ali Boumengel, Mohamed Sidoum, Ahmed Chaïb. J'ai un peu la sensation de visiter Alger escorté par l'armée des ombres. C'est troublant. Il suffit d'écouter, de se pencher sous les tentures des balcons pour saisir les discussions. La vie d'en haut, de terrasse. Et puis il y a la Casbah, le cœur historique d'Alger. Ça sent l'ottoman, le turc du XVe siècle. On évoque le corsaire Barberousse, venu piller les navires, les grandes fêtes des sultans. En réalité, la Casbah est un musée en ruine. Ces maisons s'effondrent, les unes après les autres. Les ruelles sont étroites et farcies d'alcôves secrètes. Faute de place pour circuler, le ramassage des ordures est parfois assuré par des ânes, comme à l'époque ottomane.
les habitants vivent entre voisins. On est entre soi. C'est drôle, mais je me dis finalement que cette Casbah est un endroit rêvé pour les rebelles et les révolutionnaires. Pas surprenant que la Casbah ait été le principal foyer de la bataille d'Alger. Après l'indépendance, elle a été squattée par les ruraux venus en ville. Surpopulation, pas de gestion publique, pas d'eau, insalubre, une poudrière. Dans les années 90, le quartier était devenu le vivier du terrorisme. Les islamistes armés faisaient régner la terreur dans le ghetto. Depuis, le calme est revenu, la Casbah peut s'effondrer en paix. En fait, on n'habite plus beaucoup le centre d'Alger. La ville s'étend vers la périphérie et les banlieues. 4 millions d'habitants. Alger est devenue la plus grande ville du Maghreb. Tout proche du centre d'Alger, Bab el Oued touche la Casbah. 100 000 personnes habitent le secteur. C'est la crise du logement. On s'entasse comme on peut. Pendant la colonisation, ce quartier européen était déjà un quartier populaire, un quartier un peu sensible, prompt à la revendication. Ces antennes permettent de suivre en direct le foot et les chaînes étrangères. Elles étaient interdites par les islamistes pendant les années noires. Certains ont tenté de capter le signal satellite avec un couscoussier au balcon. Mythe ou réalité, un couscoussier coûte plus cher qu'une parabole, il a fallu renoncer. Depuis, l'étau islamique s'est relâché. On compte dans tout le pays 8 millions d'enfants en âge d'aller à l'école. 8 millions d'élèves. On embauche des milliers d'enseignants, on construit des écoles, des universités. Filles et garçons accèdent pratiquement à égalité à l'éducation. Le taux d'alphabétisation en Algérie est le plus élevé du Maghreb. La population a 20 ans en moyenne. L'Université des sciences de Bab el Oued accueille 35 000 étudiants. Cet établissement, comme toutes les universités d'Alger, fait partie d'un système éducatif qui fonctionne. C'est une gageure pour un pays qui déborde de jeunesse. L'autre pari, c'est la question religieuse. La basilique de Notre-Dame d'Afrique et son style byzantin rappellent combien on est en Méditerranée. On l'appelle affectueusement Madame l'Afrique. L'église abrite une Vierge noire. Depuis la fin de la colonie française, les églises laissées vacantes ont été transformées en mosquées. Quand on y pense, elles aussi sont tournées vers l'Orient. Notre-Dame d'Afrique n'a pas été convertie. Elle accueille les croyants de toutes les religions. C'est même un symbole de tolérance, dit-on à Alger. L'Algérie compte environ 17 000 mosquées. 2 000 supplémentaires sont en construction. La plus importante est dans le quartier de la Mohamedia, en face de la baie d'Alger. C'est un chantier pharaonique, un mastodonte de béton édifié par une armée d'ouvriers chinois. La grande mosquée d'Alger aura un minaret à 265 mètres de hauteur, le plus haut du monde. Elle pourra accueillir 120 000 fidèles à chaque prière. L'islam est religion d'État en Algérie. C'est un islam de tradition sunnite, suivi ou pratiqué par la majorité de la population. La question religieuse a profondément divisé la société algérienne moderne. Depuis, le pays prône la laïcité et le dialogue.
Au mémorial du martyr qui domine la ville, j'ai repensé aux noms sur les rues d'Alger. Tous ces héros, tous ces martyrs. Ce monument leur rend hommage. Les martyrs de la Révolution seraient entre 300 000 et 1 500 000, en majorité des civils algériens. Le conflit militaire a tourné en guerre civile entre Français et Algériens, et au sein même des deux communautés, entre partisans et opposants. L'indépendance du pays a été décrétée le 5 juillet 1962. L'histoire de l'Algérie semble jalonnée d'occupation et de libération. Sur la côte, tout près d'Alger, le tombeau de la Chrétienne, mausolée royal de Maurétanie, témoignage de la présence des Numides, premier peuple installé sur les côtes. En contrebas, des ruines de Tipaza racontent les Romains, la chrétienté de Méditerranée et le pouvoir de Byzance. Le dernier grand tournant est la conquête du Maghreb par les Arabes musulmans en 670. Les conquérants arabes étaient à cheval. Ce souvenir-là est encore vivant. Il sent la poudre noire et le crottin. On pratique encore dans toute l'Algérie l'art de la fantasia, ce jeu de chevaux issu de la tradition arabe où les cavaliers font une démonstration de force et de courage. La fantasia est devenue un folklore de mariage, mais le code est resté. Le cheval symbolise la force rurale. Les familles qui en possèdent sont plus influentes que les autres. Le cheval, c'est le bon sens de la terre contre le pouvoir futile du monde de la ville. Ces fantasias ont inspiré les peintres orientalistes, comme d'ailleurs toute l'Algérie. Je me suis échappé d'Alger pour voir à quoi ressemble la terre d'Algérie. J'ai pris la route vers l'est, vers Tizi Ouzou, Béjaïa. Elle mène aussi à Annaba et se termine à El Kala, à la frontière avec la Tunisie. L'Algérie est un pays immense, 4 fois la superficie de la France, le plus grand pays du continent africain.